Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, nous allons d'abord parler de cette atmosphère, on va dire, très négative ou en fait problématique dans les marchés, on va dire, boursiers israéliens. On parle d'octobre noir. Oui. Je ne pensais pas que c'était aussi grave. Oui, depuis 1929, le mois d'octobre dans le monde entier est considéré comme dangereux. Dans toutes les places financières du monde, il y a eu des baisses très importantes sur les places financières. En Amérique, 10%, et dans les pays européens, ici, toujours à peu près ces mêmes proportions. Maintenant, c'est dû à plusieurs choses. Une chose importante, c'est que les taux d'intérêt aux États-Unis commencent à remonter, donc les places boursières sont moins attractives. Maintenant, ce qui est très important pour nous, et je le dis souvent à cette émission, c'est que quand la bourse va bien, les marchés financiers, les gens qui ont placé leur argent dans des choses comme ça marche bien. Mais quand il y a des problèmes, ça fait réfléchir. Et je voudrais en particulier revenir sur d'abord ceux qui ont par exemple des fonds de formation, ce qu'en Israël on appelle Keren Ishtalmut. Quelqu'un est venu la semaine dernière et m'a dit qu'on lui avait proposé de tout placer sur le marché américain des S&P. Et c'est vrai que depuis 10 ans, à cause des taux faibles, ça fait des choses très importantes, des centaines de pourcents. Mais il faut savoir que c'est possible, c'est en train de changer un petit peu. Et donc, des gens ils comptent ça non pas pour spéculatif, mais pour aussi gérer ou avoir de l'argent après assez stable, il faut absolument diversifier et ne pas aller que sur un marché, même s'il a donné des bonnes rentabilités pendant plusieurs années. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose très importante que je dis aussi. En Israël, je pense, et c'est tout à fait différent de la France, il faut le redire à nos auditeurs encore une fois, les retraites ne sont pas comme en France, un système de répartition, mais un système qui est géré par les fonds institutionnels et l'argent de vos retraites sont en bourse. Et il est très possible, et il y a eu cette semaine, par exemple, la Reshut Shuk HaHon a été convoquée, celle qui s'occupe de vérifier sur les retraites, a été convoquée à la Knesset à cause des milliards de shekels que les institutionnels aussi ont placés, ont prêtés. Alors, ce qu'on appelle aux gens qui n'ont pas rendu, aux entreprises riches, taïkonim en Israël, on dit ça. Et des milliards de shekels. Il n'y a pas que le secteur bancaire, aussi les secteurs de l'institutionnel. Et finalement, ceux qui ont payé, ce sont les gens les amitim, les gens qui font pour leur retraite, des choses comme ça, risquent de perdre une partie de leur argent. Et c'est très important de souligner encore une fois cette chose-là. Alors, c'est effectivement important de le souligner. Alors, nous allons changer totalement de sujet parce que je voudrais que vous nous parliez de cet accord qui risque d'intéresser beaucoup de nos auditeurs entre le géant chinois AliExpress, Alibaba, dont le patron Jack Ma était en Israël il y a 15 jours à peine pour la seconde fois en quelques mois, et la Poste israélienne. C'est très important parce que je suppose qu'il y a parmi nos auditeurs, et il y en a beaucoup, il y a dans la société israélienne, on va dire des milliers, des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de gens qui utilisent les services d'AliExpress pour commander des produits à bon marché, on va dire. Et donc, il y a un accord qui a été conclu entre AliExpress et la Poste israélienne pour l'acheminement, je suppose, plus rapide de ces produits qui ont été commandés. Effectivement. Surtout maintenant, nous approchons de la fin de l'année. Pour nous, Juifs, c'est Hanouka. Pour les non-Juifs, c'est Noël. Et les colis vont se multiplier. D'ailleurs, la Poste israélienne dit qu'elle sait elle peut acheminer jusqu'à 100 millions de paquets. Maintenant, pour ceux, je sais par exemple, un de mes fils, il reçoit beaucoup de paquets de Chine, des choses comme ça, des gadgets, ou d'autres choses, même pour du travail. Et souvent, vous avez, avant que ça arrive, 2 semaines avant que ça arrive en Israël. Enfin, entre le moment où vous avez commandé et le moment où vous avez reçu. 2 semaines, vous êtes sympathique. Même plus, des fois 1 mois et des choses comme ça. C'est simplement, quand on fait ça, c'est beaucoup moins cher que lorsqu'on achète en Israël, mais il y a ce problème de l'attente. Et à ce moment-là, si vous avez remarqué, ils ont d'ailleurs multiplié les points où on peut recevoir ces paquets-là. Pas seulement dans les postes, mais il y a des magasins dans votre quartier qui acceptent de recevoir ces paquets. Seulement, ce qui se passe, c'est il y a un problème de temps. Alors, ils ont maintenant fait cet accord, qu'ils parlent, que ça prendrait que 3 jours. Maintenant,
Je suis pas. Il faut voir il faut voir dans l'application si c'est vraiment si ça arrivait ou que c'était simple un coup de pub de la poste israélienne. Et on le verra dans quelques semaines. On le verra dans quelques semaines. Autre question importante, mais alors là, ça concerne les grands donateurs, on va dire. Qui va contrôler les prêts des philanthropiques ici? Ce qu'on appelle les dons, tous les dons qui peuvent être déductibles d'impôts. Oui. Hier, il y a eu un débat à la Knesset. Il y a en Israël ce qu'on appelle les gmachim, c'est-à-dire les philanthropiques, des œuvres philanthropiques qui prêtent aux gens sans intérêt. Oui, c'était extrêmement fréquent dans le public orthodoxe, on le souligne. Oui, je pense aussi dans le public même, religieux national. Il y a beaucoup là-bas des gens c'est ce qu'on appelle l'entraide depuis le peuple juif dans toute son histoire a vécu sur ça, sur ces caisses de solidarité, ce que les chrétiens appellent charité, nous on appelait ça marque de faire du bien avec l'autre. Ce qui est un problème, c'est que là-bas, comme vous pensez bien, tout est en mezouman, c'est-à-dire en espèces. Oui. Et nous en parlons aussi souvent, depuis quelques années, une lutte internationale, et Israël en fait partie, contre l'argent noir. Maintenant, le problème, étant donné que ce sont même si souvent c'est des prêts à des gens qui ne sont pas très importants, mais la somme qui est gérée par ces fonds-là peuvent être importantes et pourrait permettre à des personnes de pouvoir utiliser ça pour pouvoir blanchir leur argent, puisque tout est en espèces. Et donc, comme ça, d'avoir des revenus qui ne seraient pas soumis à de l'État, et aussi d'autres revenus qui ne voudraient pas que les gens y savent, qui se passeraient par là, par ces caisses de solidarité. Et à ce moment, depuis des mois et des mois, la Vadat Aksafim, c'est-à-dire la Commission des finances à la Knesset, essaye de trouver un régulateur qui accepte de prendre sur lui ce problème de vérifier s'il y a du blanchiment d'argent ou pas. Et ils ont parlé hier avec la Reshut Shuk HaHon, et eux, ils ont dit, si vous voulez que nous salions là-dessus, alors on veut vraiment faire un vrai contrôle. Et Gafni, qui était le chef a dit non, nous, on veut, il faut que vous compreniez la situation qui est là-bas, c'est pour aider ces philanthropiques, alors il faut arriver à une balance normale entre ces deux besoins-là. Et donc, pour l'instant, il y a eu une avancée, mais on n'a pas encore résolu le problème de savoir qu'est-ce qui va se passer sur ces fonds. Alors, dernier point que vous souhaitiez mentionner, c'est, alors là, vous allez m'expliquer parce que c'est assez important, ça nous concerne à tous, on va dire, l'augmentation de 30% des remboursements du fisc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je vous ai dit. En Israël, surtout si vous êtes un indépendant, vous devez... le calcul de l'impôt que vous devez faire pendant l'année, il est fait d'après la dernière déclaration que vous avez faite. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? L'État, on en a parlé aussi ici, a baissé les taux d'imposition et sur les entreprises et sur les indépendants et les ménages. Maintenant, les experts comptables et les yoatsemas, c'est-à-dire les conseillers fiscaux, ont en Israël conseillé à leurs clients de ne pas baisser ce qu'on appelle les mikdamot, ce qu'ils donnent par avance à l'État, aux impôts. Maintenant, en Israël, quelque chose de spécial, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, c'est quand l'impôt vous rembourse, il vous rembourse avec l'inflation, Tsamoud en Israël, ça s'appelle, plus 4%. Ah bon? Alors, en général, maintenant, il n'y a plus de quelque chose qui vous donne 4% plus l'inflation en Israël à court terme. Alors, et en plus, les experts comptables et les conseillers fiscaux savent que leurs clients préfèrent payer d'abord et après être remboursé plutôt que tout d'un coup vienne une note salée de devoir payer une grosse somme. Et parce que ils ont parlé même en rigolant, on les tue dans ces cas-là. Alors ils préfèrent qu'on leur sourie lorsqu'ils leur rendent de l'argent plutôt que le client s'énerve. Et donc cette année, augmentation c'est énorme, de 30% de ces rendements de remboursement que le fisc a fait aux indépendants et aux ménages et aux entreprises. Maintenant, c'est venu malheureusement... Donc ça coûte un petit peu plus cher à l'État. Mais en plus, c'est venu lorsque il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées au niveau de l'État cette année, qui ont fait, c'est peut-être une partie est peut-être une histoire comptable, mais qui a fait que les revenus de l'État, par ça, sur ce qu'ils pensaient, la croissance est moins forte et des choses comme ça, qui fait que Israël s'était fixé à faire moins de 3% du PIB de déficit. Or, on en est maintenant à 3,6%.
services. Et il y a des accords qui ont été faits récemment pour les policiers ou récemment pour les handicapés aussi, ce qui sont des choses bien. Mais il y a aussi le problème avec le Bitoire Loumi. Et ce qui fait que le fisc et le ministère des Finances est très inquiet que on va déborder énormément le déficit budgétaire, et il dit qu'à terme, ça veut dire que les entreprises de notation internationales qui jouent Israël pourraient le dégrader. Et donc, hier, ils ont signé des sonnettes d'alarme en disant, ils ont envoyé à la presse, sachez que l'on a un déficit très important. Maintenant, comme on est dans une année électorale, ça me paraît difficile pour l'État de faire des restrictions. Alors, je ne sais pas comment ça se passer, mais c'est très intéressant de cette chose-là. Eh bien, merci beaucoup Daniel Guggenheim. Nous parlerons du déficit budgétaire de l'État qui ne cesse d'augmenter. Nous en parlerons peut-être plus en détail la semaine prochaine avec votre permission, parce que c'est assez important. Il y a encore des données concernant le mois d'octobre qui ont prouvé que ce déficit ne cessait d'augmenter. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est dangereux pour l'économie israélienne, une augmentation importante du déficit budgétaire ? Je vous propose d'en parler plus longuement la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et nous allons marquer une petite pause musicale. Et tout de suite après, Liana Gurfinkel et sa chronique « Un jour notre histoire ».